En tout cas, donc, c'est le marqueur aujourd'hui d'une politique publique et qui concerne alors, enfin, qui a concerné dans un premier temps les personnes en situation de handicap pour différencier dans cette politique de la politique antérieure d'intégration. Et c'est vrai que c'est clairement indiqué là dans une réponse qu'avait posée le député Jean-François Chaussy, avait demandé donc au pouvoir public donc de définir clairement là cette notion, parce que c'est vrai qu'au début, quand on a commencé à l'utiliser en France, il y a eu tout un tas de réactions un petit peu négatives, l'air de dire non, il vaut mieux parler d'intégration, sur l'inclusion c'est pas bien, etc. Donc il a posé clairement la question et on lui a répondu, eh bien, à la différence de l'intégration, où il revient à la personne en situation de handicap de s'adapter à son milieu, le concept d'inclusion renvoie à l'idée que c'est au milieu social, professionnel et scolaire qu'il appartient d'offrir à la personne en situation de handicap les moyens de s'épanouir. Voilà la réponse qui a été donnée à Jean-François Chaussy quand il a posé clairement la question. Si bien que, effectivement, c'est comme ça qu'il faut penser ces notions aujourd'hui, puisque c'est le sens qu'on leur donne. Intégration, donc si on dit intégration, on considère que c'est à la personne handicapée de faire l'effort de s'adapter au milieu qui l'accueille, même si, effectivement, on lui fournit des aides, etc. Tandis que, pour ce qui est de l'inclusion, eh bien... à l'inverse, on va attendre que ce soit le milieu qui accueille, qui fasse l'effort d'adaptation, qui se montre suffisamment flexible pour effectivement pour évoluer et pour changer aussi, et en tout cas pour répondre aux besoins particuliers de la personne en situation de handicap et pour rendre les savoirs accessibles si on est dans le cadre scolaire. Donc il y a là, et c'est vrai que quand on prend là ces deux sens, il y a une espèce de révolution culturelle, dont je ne suis pas sûre d'ailleurs qu'effectivement on y soit vraiment totalement passé. C'est quand même un changement fondamental et ça suppose effectivement à la fois une volonté d'accueillir de la part du milieu, d'accueillir la différence, mais pas seulement une volonté, aussi une capacité d'eux, et donc une formation, une préparation, parce que c'est vrai que pour répondre aux besoins particuliers de personnes en situation de handicap, il faut effectivement y être formé, y être préparé, etc. Mais aussi être motivé, c'est important. Alors voilà, ça c'est effectivement une image que j'aime bien, qui est québécoise d'ailleurs à l'origine, et voilà, qui nous montre là deux situations. Celle de gauche, effectivement, correspond assez bien à ce qu'on peut appeler l'intégration, alors que celle de droite correspond beaucoup plus à l'inclusion. Alors, si on s'attarde un petit peu sur cette image pour la commenter, et puis c'est vrai que, bon, comme je l'ai présentée à X reprises dans un certain nombre de conférences, j'ai eu parfois des réactions un petit peu étranges. C'est vrai que, voilà, à gauche, on est dans la situation, d'ailleurs, majoritairement, on est encore beaucoup dans cette situation-là, c'est-à-dire dans une situation qui repose sur ce qu'on appelle un principe d'égalité. C'est-à-dire ça, notre système, et là je pense au système scolaire, à l'école, repose effectivement sur ce qu'on appelle le principe de l'égalité des chances. Et ce principe de l'égalité, il faut bien comprendre qu'il est conçu d'une certaine façon, c'est-à-dire, parce que l'égalité, c'est un très beau principe, bien évidemment. Je pense que quand on éduque, quand on enseigne, on doit avoir cela en perspective, l'égalité. Bon, sauf que cette égalité, ce qu'il faut que les enseignants comprennent, et que les responsables de l'éducation nationale aussi, c'est qu'elle n'est pas première. C'est-à-dire que dans un premier temps, elle n'existe pas. Et en fait, notre principe d'égalité, c'est un principe d'égalité des droits. Et c'est pas suffisant. C'est-à-dire, donner les mêmes droits à tous, c'est très bien, bien évidemment. Mais comme l'égalité, en fait, n'existe pas entre les élèves, si on décide de donner la même chose à tous, et c'est comme ça que notre système éducatif fonctionne, avec une référence très forte à la norme,
au programme, etc. Voilà, les élèves, ils sont, par exemple, en classe de CP, eh bien, il y a des programmes et on va exiger effectivement qu'à la fin de ce cursus, eh bien, ils aient acquis tel niveau, qu'ils aient telle connaissance, etc. Et pour y arriver, effectivement, on va donner la même chose à tous. Hein, ça, c'est comme ça qu'on conçoit ce principe d'égalité. Sauf que, comme ce schéma l'indique, l'égalité n'est pas toujours justice, parce que quand on regarde ce qui se passe là pour ces trois élèves, oui, on leur donne la même chose à tous les trois, sauf qu'il y en a un là qui ne va rien voir de ce qui se passe de l'autre côté, un autre qui va voir tout juste, et puis un troisième à gauche, au fond, qui pourrait très bien se passer de ce qu'on lui propose, et qu'on pourrait d'ailleurs peut-être solliciter pour aider ceux qui sont à côté de lui, justement, et qui sont dans l'incapacité là, de faire ce qu'on leur demande. Voilà, alors ça c'est ce qu'on appelle l'intégration, c'est-à-dire que on appelle ça l'intégration parce que notre système fonctionne de cette façon-là, et puis c'est un système qui ne bouge pas, c'est-à-dire que voilà, cette égalité là, cette façon de donner la même chose à tous, elle est là, et au fond, quel que soit les élèves qui se présentent, et quelles que soient leurs différences, quelles que soient leurs difficultés aussi, eh bien, on ne va pas nécessairement moduler et donner un peu plus à l'un qu'à l'autre, etc. Là, on ne serait plus dans l'égalité, on serait dans l'équité. Il faudrait peut-être passer de l'un à l'autre. C'est justement ce qu'on fait donc pour ce qui est de la photo de droite. Là, on module, c'est-à-dire qu'on va donner effectivement un peu plus, et même beaucoup plus, à celui qui a vraiment de grosses difficultés, un petit peu moins à l'autre, et puis à celui qui n'en a pas besoin, on ne va pas donner. Alors, je voudrais juste faire une précision, ajouter une précision, parce que quelquefois, il y a eu de mauvaises interprétations de ces schémas, notamment ce qui a choqué certains dans l'image de gauche, c'est que, justement, on puisse... Alors, celui qui est complètement à gauche, il va de soi qu'il fait partie de ce qu'on appelle les meilleurs élèves. Voilà. Hein. Et celui-là, si on regarde bien cette image, à un moment donné, on lui enlève finalement. On lui enlève quelque chose pour le donner à d'autres. Et ça, pour certains enseignants, c'est insupportable. Hein. C'est-à-dire que... Bon, alors, il faut faire très attention. D'abord, ça n'est qu'une image, donc naturellement, elle a ses limites. Et puis, ça ne signifie pas que finalement, on ne va jamais s'intéresser aux meilleurs élèves et qu'on ne va plus rien leur donner en matière d'aide, etc. Je crois qu'il ne faut pas du tout interpréter cette image comme ça. Finalement, ça ne représente qu'une situation à un moment donné. Dans cette situation où on se trouve, là, il s'agit de regarder un match, je ne sais pas quoi, je ne sais pas ce qui se passe exactement de l'autre côté. Dans cette situation-là, il y a peut-être un élève qui n'a pas besoin vraiment que l'enseignant apporte une aide. Et donc, voilà, il ne va pas apporter cette aide. Mais bien évidemment, dans d'autres situations, cet élève qui est le plus grand et donc qui fait partie des meilleurs, bien évidemment, il a besoin aussi de l'enseignant, il a besoin que l'enseignant s'intéresse à lui et lui apporte aussi une aide, etc. Il ne s'agit pas du tout de négliger les meilleurs pour s'occuper de ceux qui sont en difficulté, de retirer aux uns pour donner aux autres. Il ne faudrait surtout pas interpréter ces schémas dans ce sens. Donc voilà, je tenais à le préciser. En tout cas... l'image reste intéressante parce que la photo de droite, eh bien, elle illustre bien, effectivement, mais ça, j'y reviendrai au moment où j'aborderai la dimension pédagogique, une pédagogie donc qu'on peut qualifier d'ailleurs d'inclusive, qui consiste à moduler l'aide selon les élèves, selon les situations aussi, parce qu'un même élève dans une situation peut avoir besoin de beaucoup d'aide, dans une autre situation il aura besoin de moins, etc. Donc c'est une pédagogie flexible, qui s'adapte, qui s'ajuste aux besoins des élèves, pas seulement de ceux qui sont en difficulté, et donc qui repose plus sur l'équité que sur l'égalité. Une pédagogie qui prend en compte les différences, une pédagogie qu'on qualifie aussi de différenciée. Voilà. Donc, effectivement, l'image, elle reste quand même intéressante avec ses limites, bien évidemment.